lamsa France big melona nizu kutu shudun Giji tunu lobin chimo kushe Michael van Prague choki longo chul hatam ring nyamshu chide zumti chibe pyo nidu nishu shibe chapte shi nijar tunyo batang Derin chilo nido nishu tsachi chinta chube ci shi resa dawe ni France geyun nyete tibi sank mond shibe nang dinshu ki chakde didan jiwe pyo koro limi shuyo pa mase Gondro chatsue ngabe to France sanne dunju yala kamto sanne puri shunge kachidam tuti ki chapte didan jiwe samsu jelen lupo nang songwa mase kaptir kongki sumdu pimi rawan tapsue chebara pimi shunge zu ngweni lukyu dang yeji tinupi denbang kumge yube toni pyo di gyana dang tati gyagabshi yinba zunlen chigyo hachang gechimbo yinbe koro sungsung Whatever their relationship was with Tibet was not part of their conflict. Didang cho tsung, France geyun nyete kang tipi sank monde shibe na jenti shibe kapso, kongi dingpo chimbu, gyana zo churbe zamni gyakab gangi lukyu nangdo wang, pyo di gyana ki cheshe yinba rakchwe che tugu mareji sung sung. On va parler maintenant du Tibet. Michael van Walt van Prague, merci à vous d'être avec nous sur le plateau de TV5 Monde. Vous êtes néerlandais, professeur de droit international, avocat spécialisé dans la résolution des conflits intra-étatiques et ancien et non plus actuel conseiller juridique du Dalai Lama. Vous avez récemment publié Tibet Brief, ce livre, un livre dans lequel vous expliquez que le Tibet est indépendant dans les faits et dans la loi. Quels sont les arguments que vous avancez pour justifier cette déclaration? Eh bien, en premier lieu, nous avons fait une étude approfondie de l'histoire parce que justement, les Chinois ont quasi l'histoire dans le centre du conflit. C'est-à-dire que les Chinois, pour rappel, pour justifier et revendiquer le Tibet, estiment qu'avec les liens qu'ils ont avec le Tibet, très anciens, eh bien en fait, ils sont en droit de revendiquer le Tibet. Pour être clair, ils évoquent même souvent une alliance entre un monarque tibétain et une princesse chinoise au 7e siècle. C'est bien ça? Oui. Eh bien, notre étude qu'on a donc fait avec la participation d'une centaine d'universitaires partout dans le monde, démontre justement le contraire, que le Tibet n'a jamais dans l'histoire fait partie de la Chine. Or, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu de relation entre des empereurs mongols, des khans mongols, des empereurs mandchous et les Tibétains, mais jamais le Tibet n'a fait partie de la Chine comme la Chine le revendique. Or, c'est la seule base sur laquelle la République populaire chinoise revendique souveraineté sur le Tibet. On va rappeler des faits historiques. Entre 1912 et 1951, le Tibet a fonctionné comme une entité politique indépendante, mais il n'a pas reçu la reconnaissance internationale en droit qui lui aurait valu l'octroi d'un statut juridique indépendant. Est-ce que c'est ça aussi un des nœuds du problème aujourd'hui sur le plan du droit international pour obtenir une indépendance? C'est un des nœuds qui fait qu'il y a beaucoup de personnes, entre autres dans les gouvernements et autre part, qui n'ont pas une vision très claire de l'histoire du Tibet et du statut juridique du Tibet. Ce n'est pas nécessaire dans le droit international que tout le monde vous reconnaisse. Et le Tibet ne recherchait pas reconnaissance au-delà des pays bouddhistes dans les environs, donc la Mongolie, le Népal, les pays proches du Tibet. Et elle avait cette reconnaissance. Donc c'est juste que d'autres pays, surtout les pays de l'Europe, etc., n'ont pas vraiment eu de relation avec les Tibétains, à part les Anglais. Et les Anglais ont même eu des traités avec les Tibétains, et donc certainement ils étaient allés au Tibet au début. Oui, ils étaient allés au Tibet aussi. Oui, puisqu'ils avaient leur empire était aussi aux Indes, ils avaient des relations très proches avec les Tibétains.
Alors, la Chine a célébré en août dernier ce qu'elle appelle le 70e anniversaire de la libération pacifique du Tibet à Lhasa. Et personne n'a le droit de pointer du doigt la Chine en ce qui concerne les affaires tibétaines selon Pékin. Aujourd'hui, la cause tibétaine défendue par le Dalai Lama, quel pays s'en préoccupe encore dans le monde? On a l'impression qu'on l'a un peu oublié, le Tibet. C'est pas tout à fait vrai. Je crois tout simplement qu'il y a d'autres situations, entre autres par exemple les Ouïghours maintenant, qui évoquent plus d'attention. Mais non, au contraire, je crois que les États-Unis, les pays européens, etc., ont aujourd'hui un intérêt plus grand dans la question du Tibet, et ça a Vous voulez dire surtout géopolitiquement surtout avec ce qui se ça a passe. surtout à faire avec l'atmosphère qu'il y a envers la Chine, et qu'on commence à comprendre beaucoup mieux pourquoi les arguments tibétains. On voit qu'à Hong Kong, par exemple, la Chine détruit l'autonomie qu'elle avait garantie. Eh bien, au Tibet, en 1951, la Chine a garanti une autonomie qu'elle a détruite après 10 ans, et il n'en reste plus rien, seulement le nom. Mais aussi, quand on voit ce qu'ils font au Xinjiang, au Turkestan de l'Est, on comprend aussi mieux quelle est la situation au Tibet, puisqu'il y a eu les mêmes violations de droits de l'homme là. Mais ça voudrait dire quoi alors sur un plan juridique et international, que les pays européens, que les États-Unis par exemple pourraient soutenir une résolution par exemple aux Nations Unies pour l'indépendance du Tibet? Non, ce que ça veut dire... Ce serait compliqué, j'imagine, avec la Chine. Non, ce qu'elle veut dire surtout, c'est la plupart des gouvernements européens, et la France y compris, les États-Unis et le Canada et quelques autres gouvernements soutiennent une résolution du conflit sino-tibétain à travers les négociations. Mais ils se comportent d'une façon qui est contraire parce que de temps en temps, il y a un gouvernement qui reconnaît ouvertement qu'il considère le Tibet fait partie de la Chine. Or ça, la possibilité d'une négociation, parce que le seul intérêt que les Chinois, que les dirigeants chinois ont pour négocier avec les Tibétains, c'est de recevoir la légitimité des Tibétains et donc la souveraineté des Tibétains. Et si la communauté internationale donne déjà une sorte d'idée qui a cette légitimité, ils n'ont plus besoin des Tibétains. Merci Michael Van Walt d'avoir été avec nous sur TV5 Monde pour cet éclairage. Merci à vous.